Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes à bord du vélo-taxi de Je vous conduis à Nantes aujourd'hui pour faire la connaissance d'un homme aux multiples facettes, aventurier. Il est joaillier, 4e génération de la famille Griffon, il s'appelle Raphaël et je suis ravie de l'avoir à mes côtés. Bonjour Raphaël. Salut. Merci de nous accorder un petit moment. Un mot d'abord pour parler de cette 4e génération que vous représentez de joaillier. C'est quoi la joaillerie ? Alors la différence entre le bijoutier et le joaillier lui va mettre en valeur le métal. Une alliance, une chevalière, c'est un bijou. Et le joaillier, lui, est forcément bijoutier, donc il a la connaissance et la maîtrise du métal. Bien sûr. Mais il va mettre en exergue les pierres. Et lorsqu'on voit une bague où il y a plus de 90% de volume fait par des pierres, en fait, quelles que soient les pierres, bah là, on commence à parler de joaillerie. Alors, 4e génération, mais finalement, ça n'a pas été si linéaire que ça, les transmissions. Et vous n'étiez pas du tout parti pour continuer l'histoire. Pas du tout. Alors, mon arrière-grand-père était joaillier chez Cartier. Ensuite, mon grand-père, lui, était joaillier sur Nantes et horloger. Et il n'a pas passé ses connaissances à mon père, qui, lui, a été formé par un meilleur apprenti de France. D'accord. Et je suis la seule génération, en fait, qui a récupéré les connaissances de mon père. La transmission s'est faite. Voilà, Ouais, ça s'est fait juste avec vous. Mais pas tout de suite. Et pas tout de suite, parce qu'au départ, je suis parti faire des études dans le génie électrotechnique. D'accord. Donc rien à voir avec la joaillerie. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'adore tout ce qui est technique, j'adore tout ce qui est la technologie, l'électricité. Je démontais tout le matériel quand j'étais jeune. Ah oui, d'accord. Je remontais, ça marchait jamais au début. Et puis je pars faire mon service national en Guyane, justement. Je croise des chercheurs d'or. Et quand je reviens, je dis j'arrête tout. Et je vais devenir joaillier, mais avec toutes les connaissances que j'ai d'électrotechnique, de toutes les passions. J'ai voulu tout mettre dans mon métier, en fait. Quelles sont les compétences qui font qu'on est bon dans cet univers-là, dans ce métier-là voilà. Qu'est-ce qu'on travaille dans une formation comme celle-ci ? Pour être un bon joaillier ? Ouais, pour être un bon joaillier, en fait, c'est les mêmes critères que pour être un bon artisan. Ouais. C'est tout le temps la même chose. L'intelligence de la main, ça revient toujours à la même chose. D'abord, il faut être passionné. Il faut être patient. Très, très patient. On peut passer des heures sur 2 dixièmes, 3 dixièmes de millimètre. Personne ne va comprendre pourquoi, mais à la fin, on a la réponse. Il faut aimer les gens parce que, en fait, c'est toujours une transmission. On transmet, on crée. Et pour qui on crée. Et plus on a d'affinité avec la personne, plus le bijou, on ressent quelque chose dans le bijou. Donc ça joue. Voilà, donc je pense que c'est les critères principaux, en tout cas, qui vont faire que tu vas devenir un joaillier et que tu vas réussir dans le domaine de la joaillerie. Parce que finalement, dans un caillou, un bijou, une pierre, il y a l'histoire de cette pierre, de la façon dont elle a été extraite, etc. Mais il y a aussi l'histoire de la personne qui va la porter. Et donc, vous êtes à l'interface, finalement, l'équipe de ces deux histoires-là. C'est exactement ça. On récupère la matière, donc qui vient aux 4 coins du monde. On aura l'occasion d'en parler. Et puis, on va écrire une histoire pour la personne. C'est-à-dire que je dis souvent, nos meilleurs bijoux sont nos plus belles confidences. Ouais. Ah, c'est beau ça. Et donc, plus les gens vont se libérer, plus ils vont nous dire des choses sur eux, sur ce qu'ils recherchent, plus on le ressentira dans le bijou. Et comme on ne fait pas de série, c'est exactement ce qu'on recherche. À chaque fois, il y a côté, l'artisan est toujours étonné de ce qu'il a réussi à faire, en fait. Alors, il n'y a pas que moi qui crée dans l'atelier. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 9. Ah, ok. Donc, une équipe de 9, une vraie team que vous avez sélectionnée avec… Petits oignons. Ouais. Sur quelle base, d'ailleurs, vous avez constitué cette équipe ? Je suis un vrai fan du côté l'humain, les relations qu'on peut avoir, en fait. Et j'ai compris très vite, et grâce à l'armée, j'étais admiratif devant des chefs et pourtant ils pouvaient nous gueuler dessus et ils nous gueulaient dessus non pas pour le plaisir de nous gueuler dessus. Alors je dis pas que je gueule sur mes collaborateurs, c'est pas du tout, mais sur l'armée en tout cas, c'est parce que en gros c'est notre peau qui protège. Alors lorsqu'on devient dirigeant ou gérant d'entreprise, c'est pas la même chose, mais 100% de la personne doit me plaire. Et si j'ai un tout petit doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Et parce que la technique, après, on apprend, enfin, on peut arriver. Alors, généralement, nous, on les sélectionne parce qu'ils sont déjà très compétents. Oui, il y a déjà il y a déjà ça. Cette base. Mais la compétence, en fait, s'acquiert avec le temps. Mais par contre, s'il y a un petit critère dans le côté humain qui déplaît, c'est beaucoup plus compliqué à effacer. Et donc, ça ressortira un jour ou l'autre. Et surtout qu'on est dans un domaine où la confiance va être vraiment reine.
là-dessus. Donc voilà. Et moi, j'aime bien cette partie-là. J'aime bien le recrutement. L'atelier se situe ici, mais vous parcourez le monde et ça fait aussi partie d'une autre casquette, celle de rapporter, de montrer, de filmer les lieux d'extraction. Comment ça a commencé ça? Ça a commencé toujours avec mon voyage en Guyane. Lorsque je suis revenu, je me suis dit en fait la matière est très intéressante, forcément puisque c'est la matière que j'utilise, mais qui sont les hommes qui sont derrière? Ouais. Et comme j'ai toujours ce lien à l'aventure et au côté humain, c'était ça qui m'intéressait aussi. Parfois, je peux faire des expéditions où le côté pierre va presque passer secondaire, étonnamment. D'accord. Parce que l'aventure qu'on va vivre avec des Maasai, là on était avec des Amérindiens, on revient mais on dit mais c'est juste dingue parce qu'on a été sur la trace d'un minéral, mais la connaissance qu'on a fait du monde est plus intéressante presque par l'humain qu'on a fait. Et derrière, quand on a la matière, on raconte tout ça en fait. Donc vous faites des interviews, vous prenez des images, voilà. Vous êtes réalisateur, journaliste, reporter. Je fais de la réalisation en tant qu'amateur en fait, mais c'est de la réalisation où je vais capter les sentiments, qu'est-ce que vont penser les gens, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur quand ils voient de l'or, sortir une très belle pierre, est-ce qu'ils ressentent la même chose que nous, qu'est-ce qui se passe, pour que je les transmette. Là vous revenez donc d'Amérique du Sud? Oui. C'était quoi le voyage exactement, l'ambition et ce qui s'est passé? L'ambition, donc là on est en train de mettre un process pour une fonderie d'or relativement moderne au sein de l'atelier. Et l'idée c'était de gérer en fait toutes les étapes de la fonderie et connaître la provenance de l'or. Il faut savoir que l'or en fait ça a des provenances, ça vient de partout, du monde entier. Ouais. Et là je me suis dit, je veux vraiment avoir l'histoire de ce métal-là puisque c'est ce qui va structurer tout le bijou. Sans or, on ne peut rien faire avec les pierres. On les colle pas. Et j'ai voulu m'intéresser à l'orpaillage légal et aussi à tous les dégâts que ça peut faire. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus que dans le côté tout est beau, tout est Walt Disney. C'est qu'est-ce qui ne va pas? Et quelles sont les petites choses qu'on peut faire de mieux? C'est-à-dire que c'est pas du tout moralisateur. Je déteste les documentaires moralisateurs. Mais c'est juste pour voir. Donc on a été intégré avec les douanes. On était dans les mines légales. On a croisé des orpailleurs illégaux. J'ai voulu vivre avec eux, mais c'était trop compliqué parce que il y a des moments où on nous a dit allez pas parce que c'est chaud. C'était très chaud, même très 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 chaud. On a été avec la Légion étrangère là, il y a une semaine, on était avec la Légion étrangère pour faire une mission de reconnaissance. C'était rude, mais c'est ce que je recherche aussi. Donc voilà, je reviens, je suis content. C'est dingue parce qu'on peut imaginer que le côté joaillier, artisan d'art, c'est très calme, qu'on est sur de la précision. Et vous aimez aussi le côté on y va. C'est quoi ce lien avec la survie d'ailleurs? Le lien avec la survie… Parce que vous faites partie d'une association aujourd'hui. Alors c'est une société. C'est une société. C'est une société qui forme des gens donc, à la survie. Et on apprend surtout à ne jamais rentrer en survie. C'est-à-dire que si on est en survie, c'est qu'on a fait une erreur dès le départ. Et alors en tant que pilote d'avion, de ne pas rentrer en survie, c'est de bien faire le tour de son avion, bien vérifier l'huile. Et puis un jour, on se rend compte, moi j'ai piloté avec des gens qui avaient beaucoup plus d'heures de vol que moi, et puis ils zappent 2-3 petits trucs. Et il y a une règle qui dit au bout de 7 choses qu'on dérègle, et à ce moment-là, on part à la catastrophe. Et on apprend aussi le lien avec l'entrepreneur. C'est comment gérer l'humain dans des périodes de crise, comment pouvoir échanger alors que vous êtes extrêmement tendu. Et à ce moment-là, comment va se passer les échanges? Et c'est de se rendre compte en fait de toutes ces étapes-là, le cerveau vous envoie des alertes. Et plus vous êtes entraîné, plus c'est fluide. Je dis pas qu'on c'est la maîtrise et tout, mais en tout cas, on arrive à mieux gérer l'humain. Vous avez parlé de votre amour plus jeune pour la technique, la technologie. Est-ce qu'elle a sa place dans ce métier-là où finalement on parle plutôt d'intelligence de la main? Tout le temps. En fait, alors l'électrotechnique, c'est un alliage entre la mécanique, le pneumatique, l'électronique, l'électricité. Et oui, parce que notre spécialité, c'est de faire des bijoux mécaniques, des bijoux secrets. On appuie sur un endroit, les pétales se défont, on tourne un truc, il y a quelque chose qui apparaît. Mon alliance, je ne vais pas la retirer, mais c'est une alliance où ça devient une sphère. Oh, c'est génial. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on l'a fait en bijoux. Et donc oui, tous ces process que j'ai appris quand j'étais jeune, ça se retranscrit puisque c'est de l'ingénierie en fait. Et l'ingénierie, on peut le faire tous les jours. On peut, en bricolant, on va dire tiens, je vais faire une mortaise, je vais assembler 2 morceaux de bois. Tiens, je me souviens de ça.
Donc c'est de pouvoir utiliser tout ça en fait tous les jours. En s'amusant. Ouais, en s'amusant. C'est chouette C'est ça. Quand vous n'êtes pas en voyage, quand vous n'êtes pas au travail, donc vous pilotez, vous voyagez toujours, toujours. Alors oui, et comme là ça donc avion, là je me suis mis un peu à l'hélicoptère parce que comme on avait beaucoup d'heures d'hélicoptère sur la Guyane, je trouvais intéressant quand même de pouvoir savoir maîtriser au moins quelques bases sur le pilotage hélicoptère. C'est très différent. C'est complètement différent. Ah oui. Ouais, c'est complètement différent. Et puis j'ai une passion, c'est le piano. Et le piano, j'y joue tous les jours. Depuis tous les toujours jours. Depuis que j'ai 14-15 ans. Ah oui. Et j'y joue 1 heure par jour au minimum. Ah quand même. Et parfois, je peux jouer 4 heures, 5 heures. Mais alors vous jouez quoi? Eh ben, je joue... Du classique? Je joue du classique. Le premier morceau, ça a une vraie histoire. Hein. Si, j'ai eu l'appendicite, je sais plus, il y a 14 ans, je crois. Et à l'hôpital, j'avais une cassette et j'écoutais William Scheller et Un homme heureux. Et quand j'ai entendu cette chanson d'Un homme heureux, je me suis dit, ça, je vais apprendre le piano et je vais vouloir jouer ce morceau-là. Génial. Et donc, j'ai commencé à jouer ce morceau-là et à le chanter. Ah, alors moi, je veux entendre. À le chanter. Il y a un piano à l'atelier. Bah, c'est magnifique. Voilà. Mais là, j'ai pas le piano. Donc, est-ce qu'on peut l'avoir en petit bout? Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens qui s'aiment. Magnifique. Oh, avec le timbre. Ah, et donc j'ai joué, donc j'ai commencé. Bravo. Et puis après j'ai commencé à écrire des partitions. J'ai commencé à oui. écrire énormément de partitions, Ah, la mélodie, à composer. à composer. Waouh. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que on a tendance à se mettre trop de limites. Les gens que je rencontre se mettent des limites en disant je suis pas capable de faire ça, j'ai pas un côté artistique. Et Ouais. en fait, c'est une énorme erreur. D'accord. C'est-à-dire que je suis persuadé que l'homme on est capable de faire plein de choses. Ben, quand on vous entend, en tout cas, on ne peut que le croire. Et je dis à chaque fois, il n'y a pas besoin d'être un QI de 150, ce qui n'est pas mon cas. Et en fait, il y a juste besoin d'avoir l'envie de tester certaines choses, de se faire mal. Parce que sans se faire mal, il n'y a Ouais, pas de créativité. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut y aller quand même. Il faut juste se savoir se faire peur. Et savoir faire peur, c'est vraiment se faire peur en se disant si je me plante, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et on s'en fout du regard des autres. C'est les deux basiques. Et voilà. Et plus vous faites ça, plus vous êtes capable de tester des choses. Et puis à la fin, plus vous êtes capable d'avoir des discussions variées avec plein de gens. Ben oui, forcément. Moi, j'ai joué devant des très grands compositeurs de musique de film. Et je sais que mon morceau, il n'était pas parfait et tout. Et j'aurais pu me dire, bah non, comme c'est pas parfait. Je le fais pas. Et je dis, je le fais justement. Et je m'en fous. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se mettre des barrières, de se dire que je suis pas capable de le faire, alors qu'en fait, si, on est capable de faire plein de choses. Bon, alors, c'est quoi le prochain défi? Le Kilimandjaro. Ah, d'accord, c'est ça. J'adore ça. Très, très bien. Kilimandjaro, donc combien d'heures de rando? Kilimandjaro, c'est une semaine, je pense. Un peu moins d'une semaine, c'est 6000 Ouais. mètres. Et puis j'ai un autre projet qui va se mettre en place. J'en parle, mais peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Il y a plein de gens qui disent, j'en parle pas de peur que ça se Ah fasse oui, pas. c'est vrai. Ça, Et moi, j'en parle parce que je sais que ça va se faire. Et puis c'est une à façon l'inverse. de le mettre, voilà, Ouais. ça existe déjà. Et donc là, on a eu un projet, on a été approché par une personne qui est responsable du ministère des Mines en Éthiopie pour valoriser les matières qui sortent là-bas. En fait, 70% de la population là-bas a moins de 25 ans. Il n'y a pas de travail et donc c'est une poudrière. Ils ont énormément de ressources minières, mais qui sont valorisées parce qu'elles sont achetées par des Indiens, des Thaïlandais, et donc elles sont achetées le moins cher possible, puisque au départ elles ne coûtent pas très cher, D'accord. puisque la matière est brute. Et l'idée c'est de la transformer sur place, Ah. et pourquoi pas monter une école de joaillerie là-bas, à Donc Addis Abeba. le commerce équitable de la joaillerie. Voilà, Merci beaucoup Raphaël. merci. C'était super de rentrer dans cet univers incroyable où, eh bien, je crois que vous l'avez compris, tout est possible. Il n'y a plus qu'à. Merci. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle très belle rencontre pour Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.